Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, cher Slim, Madame, Messieurs les académiciens, chers amis, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir pour cette séance inaugurale de la chaire Monde francophone qui accueillera cette année, entre autres parce que nous aurons une année assez dynamique, qui accueille le professeur Donatien Diboué. Je voudrais resituer en deux mots cette chaire extrêmement importante qui est soutenue à la fois par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, mais aussi par la Fédération Wallonie-Bruxelles, en plus de notre académie, pour vous dire que en ces temps difficiles, pour dire le moins, difficiles parce que ce sont des temps qui sont contraires au multilatéralisme, d'une part, qui sont aussi un recul très net de la coopération nord-sud. Je pense que tous ceux qui lisent la presse ne peuvent que le constater et le déplorer par la même occasion. En ces temps difficiles, une chaire comme celle que nous avons la joie d'inaugurer, en tout cas dans sa 6e session d'ailleurs, aujourd'hui, est plus que jamais indispensable. Indispensable parce que dans cette chaire, non seulement nous fonctionnons de manière multilatérale avec l'AUF, qui est une de ces organisations universitaires du multilatéralisme, mais nous œuvrons aussi à un dialogue nord-sud qui a une configuration qui, ici, à l'Académie, nous paraît tout particulièrement propice, dynamique, c'est-à-dire que plutôt que de ne voir comme souvent la coopération entre le Nord et le Sud comme un transfert de compétences du Nord vers le Sud, la chaire que nous avons inaugurée avec l'AUF et avec notamment le soutien du recteur Calbous est une chaire qui privilégie l'apport de compétences du Sud vers le Nord et la coopération véritablement égalitaire entre nos régions. Et évidemment, cette chaire qui est née en 2019-2020, donc nous n'avions pas choisi vraiment la bonne période pour la lancer, mais bon, voilà, c'est le hasard des épidémies, qui a été renouvelée en 2022-2023, et qui, j'espère, continuera encore sa belle carrière. Cette chaire est occupée cette année par le professeur Donatien Diboué, d'une part, et d'autre part par deux scientifiques brésiliens, un scientifique et une scientifique, le professeur Marcelo Candido et la professeure Silvia Miranda, qui sont tous deux professeurs à l'Université de Sao Paulo, au Brésil, et qui aborderont une autre thématique très différente, mais tout à fait passionnante, celle de la faim, des famines, de l'approvisionnement de nourriture, dans un dialogue entre le passé et le présent. Nous avons en effet un spécialiste d'histoire de la faim et de la nutrition, et puis une spécialiste agronome du contemporain, et les deux dialogueront avec des spécialistes belges, et cela de toutes les universités francophones de Belgique. Cette transdisciplinarité est aussi un élément tout à fait caractéristique de l'Académie, et d'ailleurs aussi une des priorités de l'AUF, si j'ai bien écouté des réunions auxquelles j'étais convié. Donc l'Académie aujourd'hui a le grand plaisir d'inviter le professeur Diboué parce que l'Académie est très intéressée, très concernée par cette question
Alors du retour, de la restitution, de l'avenir, c'est une question où, dès la position du problème, dès le vocabulaire utilisé, on se positionne ou pas, du retour des œuvres, des objets culturels qui ont fait l'objet alors d'une trajectoire, souvent d'un vol, dans un contexte colonial, et je dirais colonial au sens très large, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un pays par rapport à sa colonie, mais dans un contexte colonial plus large. L'Académie avait, et je vois dans la salle Marie-Sophie de Clipeleux, qui a beaucoup participé aussi, à un rapport que l'Académie avait rendu au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2021, rapport sur l'avenir, vous voyez là, neutralité totale à laquelle l'Académie est astreinte, évidemment, rapport sur l'avenir des collections extra-européennes conservées en Fédération Wallonie-Bruxelles, dont, et bien évidemment, les objets culturels congolais. Nous y avions beaucoup écouté, et il y a là le récit aussi des communautés afro-descendantes. Il était aussi extrêmement important d'écouter les populations, les sensibilités du Congo, en l'occurrence, pour les objets culturels qui en proviennent. Et c'est la raison pour laquelle la classe des lettres, des sciences morales et politiques a proposé, sous le parrainage de notre confrère Xavier Luffin et avec le soutien très ferme de notre consoeur Valérie Rozou, nous avons proposé la venue du professeur Donatien Diboué, que j'aurai l'occasion de vous présenter dans un instant. Mais je voudrais tout d'abord remercier le professeur Calbous pour sa présence et le prier de vous adresser quelques mots de la UF. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Didier, pour cette invitation et de nous avoir impliqués dans ce bel événement. Une chère monde francophone qui nous tient particulièrement au cœur, parce que monde francophone avec un S, c'est très important de le signaler et de le porter. Et puis, à mon tour, je souhaite aussi la bienvenue au professeur Diboué, qu'on va écouter avec plaisir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous dire un mot aussi, à mon tour, sur la chaire que nous portons ensemble avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une chaire qui est particulièrement importante parce qu'elle œuvre vraiment au rapprochement nord-sud et sud-nord par la recherche. Ce n'est pas toujours le cas, et Didier a bien signalé l'idée de l'équilibre de l'échange. Rétablir un certain équilibre avec un flux qui était assez déséquilibré encore aujourd'hui d'ailleurs, mais très important de pouvoir écouter toutes ces compétences du Sud qui nous apportent un éclairage parfois différent que nous ne voyons peut-être pas de premier abord. Donc cette connaissance mutuelle est tout à fait pertinente parce que il se trouve qu'avec l'histoire, le Sud, notamment le Sud scientifique, connaît beaucoup mieux le Nord scientifique que l'inverse. Alors que le flux de la transmission de la connaissance se fait dans l'autre sens. Et donc, ce rééquilibrage est tout à fait pertinent et intéressant mutuellement. C'est vraiment du gagnant-gagnant, comme on dit d'habitude. Mais c'est aussi un hommage à la diversité de l'espace francophone. On en parle souvent, mais en réalité, il faut le faire vivre. Il faut mettre en valeur cette diversité pour qu'elle ne soit pas exploitée par d'autres comme une contrainte ou comme un frein à la connaissance de l'autre par le rejet de tout ce qui est différent. Pour l'AUF, c'est aussi un axe important dans notre stratégie qui est l'axe plus grand sur la question de la valorisation de la recherche en général et plus particulièrement la recherche à impact économique et social.
ce qui manque beaucoup dans les pays du Sud aujourd'hui, c'est pas tant la recherche académique, il y a individuellement des compétences extraordinaires, c'est la mettre au service cette intelligence collective au service du développement des pays de l'espace francophone. Et c'est ce qui n'est pas encore tout à fait en place et que nous essayons en tout cas de participer modestement à notre niveau sur cet aspect-là. Nous avons porté et défini un concept qu'on a appelé la francophonie scientifique, qui est aujourd'hui repris par beaucoup de chercheurs et même de gouvernements, ce qui nous fait plaisir. C'est un concept qui met en valeur l'utilisation des sciences en français pour le développement, pour le co-développement, notamment entre pays de niveaux de développement différents, par le savoir et la connaissance. Le développement par le savoir et la connaissance est aujourd'hui quelque chose de central dans tout ce que fait l'Agence universitaire de la francophonie. Ça a permis de repositionner totalement ce que nous faisons dans l'espace francophone. Et cette conception d'une francophonie scientifique au profit du développement a été portée, prise en charge par les gouvernements, ce qui nous a permis de développer un niveau au-dessus, qui est le niveau de la diplomatie scientifique francophone. Et cette diplomatie scientifique dans l'espace francophone œuvre à d'abord porter le plaidoyer d'un rapprochement permanent, institutionnalisé entre les politiques et les scientifiques, notamment face à la complexité des sujets qui touchent aujourd'hui le monde et la dimension multilatérale en crise. On peut citer un tas d'exemples, en commençant par les problèmes climatiques qui ne connaissent pas les frontières, ou par des sujets plus humains et plus sociaux comme la migration, où certains parlent de migration choisie alors que d'autres parlent de fuite de cerveau, comment concilier cela, ou la question de l'eau qui est vitale et qui, pareil, ne connaît pas les frontières. La question de l'intelligence artificielle qui risque, si elle n'est pas partagée et inclusive, risque de créer davantage encore la différence de développement entre les différents pays du monde. Et toute cette diversité existe à l'intérieur de l'espace francophone parce que nous avons des pays riches, des pays moins riches, nous avons des pays du Sud et du Nord, nous avons des pays démocratiques, des pays moins démocratiques. Nous avons vraiment de tout type de pays dans l'espace francophone et cette diversité illustre parfaitement la nécessité d'avoir du multilatéral dans la coopération, mais un multilatéralisme aujourd'hui en crise. Cette diplomatie scientifique francophone, nous l'avons illustrée par un manifeste qui a été co-signé à ce jour par 43 gouvernements de l'espace francophone. C'est un petit livret de 8 pages, mais un concentré d'arguments pour le rapprochement et notamment des priorités de la coopération scientifique à l'intérieur de l'espace francophone. C'est la première fois qu'on arrive à faire cela et à trouver un compromis entre ce qui intéresse tous les pays en dépit de cette diversité, ou même en tout cas en intégrant cette diversité. Et donc, je considère que cette belle chaire que nous portons ensemble, fait partie de cette orientation de la diplomatie scientifique francophone aujourd'hui, très importante. Alors, la culture, ou les cultures, je préfère dire, parce que les cultures sont évidemment les patrimoines de l'humanité, mais c'est aussi beaucoup l'identité des peuples. Et si on arrive à parler de diversité et de la richesse d'une diversité d'un espace, il faut évidemment mettre en place des systèmes pour préserver cette diversité et culturelle notamment. Simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le trafic illicite des objets culturels date, mais continue à avoir lieu aujourd'hui dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté ou qui correspond à une époque particulière, malheureusement. Alors, il prend des formes différentes, il se modernise, malheureusement, mais les flux illicites financiers souvent suivent, ou l'inverse, les flux illicites des objets culturels. Alors, je ne suis pas spécialiste, on va écouter le spécialiste du jour, mais en tout cas, on suit ça avec intérêt. En tout cas, ce qui nous intéresse aussi, nous, c'est la dimension de la protection de ces objets culturels,
parce qu'il y a une dimension apprentissage qui est très importante, une dimension de formation et de sensibilisation qui fait partie du rôle de l'AUF. Renforcer aussi la capacité locale à la protection, à l'appropriation de ces objets, des objets en déplacement qui deviennent aussi plus fragiles. Donc il y a aussi la dimension technique. Et à cette dimension technique, aujourd'hui, on a des réponses technologiques. Donc comment aussi introduire les nouvelles technologies pour préserver davantage les objets culturels, c'est aussi une question qui nous préoccupe et à laquelle on peut participer parce qu'on est capable de mobiliser de l'expertise un peu partout dans le monde à ce sujet-là. Voilà pourquoi ce sujet nous intéresse tout particulièrement. Et je dois dire aussi à ce sujet que l'AUF lance cette année une enquête de grande envergure qu'on a appelée la cartographie des ICC, l'industrie culturelle et créative. C'est pour la première fois que nous allons avoir un recensement dans le monde francophone. Alors on va commencer par l'Afrique dans un premier temps, de toutes les formations diplômantes ou professionnalisantes ou en programme de recherche dédié à l'industrie culturelle et créative. C'est une première. On sait que beaucoup de choses se font ici et là, mais on n'a jamais eu de recensement complet. Donc on va le faire pour la première fois. Et nous espérons aussi avoir d'autres fonds pour étendre cette enquête au-delà, parce qu'il y a aussi des zones francophones au-delà de l'Afrique. En tout cas, c'est pour vous dire combien le sujet intéresse l'Agence universelle de la francophonie, notamment dans sa dimension recherche et sa dimension pédagogique, parce qu'il faut former des compétences pour pouvoir préserver ces biens de l'humanité. Un mot aussi pour dire que en lisant la présentation de la conférence, je pense que l'approche que le professeur Diboué va nous proposer correspond tout à fait à cet esprit d'une diplomatie scientifique qui se veut aussi plus neutre, plus objectif face au monde bouleversé que nous vivons, face au langage de la force, face au langage de l'idéologie partisane. Peut-être si on met en place des structures institutionnalisées pour mieux écouter les savants, pour mieux distiller le discours plus neutre, plus scientifique, tout simplement, ce serait une bonne chose. Donc, on va pouvoir peut-être dépasser les tabous en écoutant les scientifiques sur des sujets qui peuvent être très politiques par ailleurs, mais peut-être leur donner un peu plus cette objectivité ou surtout, en tout cas, un dialogue beaucoup plus serein que celui que nous vivons aujourd'hui par médias interposés, et par réseaux sociaux interposés et par déclarations plus invraisemblables les unes que les autres depuis quelque temps. Voilà, et puis un dernier mot pour... je ne peux pas finir ce petit mot d'ouverture par faire un clin d'œil à Lubumbashi, parce que, monsieur le professeur, je dois vous dire que j'ai une relation assez particulière avec votre ville, puisque j'ai l'honneur d'être docteur honoris causa de votre université, l'université de Lubumbashi. Voilà. Et donc, c'est un honneur de vous écouter. Et je représente aussi votre université et j'en dis du bien à chaque fois où je vais. Et puis, en plus, le vice-président de notre conseil d'administration est le recteur de l'université de Lubumbashi, professeur Gilbert Kishiba, qui est évidemment un ami et un fervent défenseur aussi de la francophonie scientifique. Voilà, donc merci beaucoup, merci pour l'invitation et hâte de vous écouter, monsieur le professeur. Merci, monsieur. Voilà, alors, il y a donc deux docteurs honoris causa de l'université de Lubumbashi, notre confrère Pierre de Marais et le recteur Calbous. Voilà. Je vous présente maintenant très rapidement le professeur Donatien Diboué, qui est, on vous l'a dit, un membre de la communauté universitaire congolaise, qui est très reconnu dans son pays, mais aussi reconnu au plan international. C'est un historien. Il a obtenu son doctorat à l'université Laval en 1990, et il a effectué l'essentiel de sa carrière d'enseignant-chercheur à l'université de Lubumbashi, comme on vient de le mentionner. C'est l'auteur de nombreux ouvrages
à titre de seul auteur pour la plupart, au Congo, publié au Congo, en France, et puis évidemment d'un nombre incroyable d'articles scientifiques que je vous passe évidemment. Je voudrais quand même insister sur le fait qu'au niveau international, au-delà de sa thèse de doctorat au Québec, il a été professeur invité à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, et il a évidemment parcouru l'Europe de colloques en jury de thèse, avec notamment une collaboration pérenne, je dirais, avec en Belgique, au moins, l'Université libre de Bruxelles et l'Université catholique de Louvain. Il est par ailleurs bien connu d'une autre académie belge, l'Académie royale des sciences d'outre-mer, et il est membre de l'Académie congolaise des sciences. Durant sa longue carrière, le professeur Diboué a effectué des recherches sur des sujets en fait assez variés. Je vous citerai notamment les conditions de vie des travailleurs de l'Union minière du Haut-Katanga, GECAMINE, entre 1910 et 1999, des études sur le chef Songier Kamandaya Kaumbu, aussi sur l'histoire orale de Lubumbashi, mais aussi sur la violence des jeunes dans cette ville de Lubumbashi. Et puis, depuis quelques années, il s'intéresse aussi au débat sur la restitution des œuvres d'art entre la Belgique et la RDC, auquel il a consacré des articles et des interventions dans des colloques, tant au Congo qu'en Europe. Et je voudrais mentionner aussi sa co-direction d'une thèse sur le sujet avec des collègues de l'ULB et de l'UCL, si je suis bien informé, et dont le titre, je vais vous le lire parce qu'il est assez long, il changera peut-être, ou il a déjà changé, vers la réappropriation psychosociale et la resocialisation par les communautés sources du Katanga des dépouilles d'anciens à rapatrier et des objets culturels à récupérer. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop déformé le propos. En tout cas, il est très régulièrement sollicité par des institutions, des médias, africains ou européens, et notamment en Europe par la Belgique. Cette question, évidemment, la Belgique l'a abordée. Elle l'a abordée notamment au Parlement belge dans une loi du 30 juin 2022 reconnaissant le caractère aliénable des biens liés au passé colonial de l'État belge et déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour. On a là des bases, et puis ici vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu oula, je suis en train de vous dévoiler le PowerPoint du professeur Diboué. Voilà. Désolé, je vais tenir mon papier à distance. Il y a eu une commission parlementaire à laquelle notre consoeur Valérie Rozou a beaucoup contribué. Une commission parlementaire pendant 2 ans et demi à peu près, je pense, Valérie, qui a malheureusement échoué, on ne peut pas le dire autrement. Et puis toute une série d'expositions, que ce soit à l'Africa Museum de Tervuren, que ce soit aussi au musée d'Anvers, des expositions auxquelles d'ailleurs parfois le professeur Donatien Diboué a été associé. Je pense donc que c'était la personne pour nous éclairer, pour nous entretenir de ce sujet qui est extrêmement important au plan scientifique, et peut-être en présentant une vision que l'on pourrait espérer dépassionnalisée, même si la passion a ses raisons d'une certaine manière. En tout cas, on est impatient de l'écouter aujourd'hui.
Bon, mais revenez mercredi, parce qu'il continue son exposé mercredi à 17 h, même salle, et donc je suis certain sur des sujets connexes, mais sur toute la documentation nécessaire à l'étude des provenances, qui est un des points essentiels dans les retours d'œuvres. Donc je vous invite d'ores et déjà, non seulement à l'écouter maintenant, mais à continuer votre écoute mercredi. Professeur Diboué, vous avez la maîtrise maintenant de cet ordinateur. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais commencer par remercier le secrétaire perpétuel et toutes les autorités de l'Académie royale de Belgique. Ensuite, le président de l'AUF pour votre choix sur ma modeste personne. Je vous remercie pour la présentation. Et je me dis, avec cette présentation, est-ce que je suis à la hauteur même de satisfaire le public, etc. Évidemment, je me suis intéressé à ce thème sur la restitution. Nous avons été organisateurs de plusieurs colloques à Lubumbashi. Dernièrement, nous avons organisé un colloque international sur la restitution. À ce colloque, nous avons eu à inviter les pygmées, si je peux dire ainsi, puisqu'il s'agissait des 7 squelettes des pygmées de Wamba, qui avaient été, enfin des pygmées qui avaient été déterrés et leurs ossements envoyés à l'Université de Genève, etc. On a eu à organiser un colloque international à Lubumbashi. On a eu à organiser d'autres rencontres à Kinshasa, dont la dernière portait sur le rapatriement des restes humains. Et à cette occasion, on a été surpris d'ailleurs de voir que la loi qui a été publiée ici était discriminatoire dans la mesure où la loi parle de la restitution des objets culturels, mais reste muette sur le rapatriement des restes humains et sur les documents d'archives. Ça, c'est un grand point d'interrogation aussi. Mais quand on revient à ce problème sur la restitution, en fait, la thématique elle-même, c'est une thématique très vaste. Et ce dont je vais vous parler ici, c'est en fait ma petite expérience après avoir assisté à ces nombreuses rencontres sur la thématique, chez moi à Lubumbashi, à Kinshasa, ici peu avant la réouverture du musée des Tervuren. On a été ensemble avec les diasporas, si je peux m'exprimer ainsi, les diasporas congolaises. Et puis ensuite, j'ai fait une conférence ici à Bruxelles en 2019, peu avant que la Covid-19 vienne ici. Heureusement que j'étais déjà rentré chez moi, à Lubumbashi. Alors, nous avons vu qu'il y a des négociations scientifiques. Et là où nous avons organisé à Kinshasa, l'ancien directeur du musée de Tervuren était présent. Donc, il était là. Et on a échangé entre nous, les scientifiques. Reste maintenant à voir, évidemment, la position du politique. Parce qu'à ce moment-là, c'était à l'époque du président Kabila qui avait même promis que dès qu'on aura terminé la construction du musée qui était construit par les Coréens, il allait s'intéresser au musée, à ce problème de restitution. Le président actuel, Tshisekedi, en 2019, a aussi émis le vœu de voir les objets qui sont gardés ici, qui ont été pillés, rentrer au pays. C'est ainsi que, en fait, je me suis intéressé à tout ça. Et ensuite,
j'ai trouvé qu'il y a, par exemple, des questionnements sur leur gestion, sur la gestion de ces objets qui vont être rapatriés, sur l'état des infrastructures qui devront les accueillir, sur le personnel qui devra être, disons, formé, etc. Il y a tout ce questionnement qui fait que chez moi, il y a maintenant, les gens ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Donc il y a deux groupes qui se créent. Alors notre communication est focalisée autour de 3 points. Je vais commencer par la construction même de la société coloniale congolaise pour un peu contextualiser le phénomène restitution, etc., le phénomène migration des objets culturels, mais il faut contextualiser, il faut qu'on voit quel a été le contexte. Ça sera le premier point que j'ai intitulé « La construction de la société coloniale congolaise ». Alors le deuxième point parle des attitudes maintenant des Congolais, de nous les Congolais sur la restitution des objets culturels. Donc les attitudes, je ne parle pas d'une attitude, mais des attitudes, c'est-à-dire il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour. Et pourquoi ils sont contre, pourquoi ils sont pour. Et enfin, il y a 2 voies pour exhumer et revaloriser notre culture ancestrale. Il y a d'abord la proposition qui a été faite lors du dernier colloque à Kinshasa avec, sur l'insertion du cours de pratique culturelle dans le programme d'enseignement. Il faut apprendre à nos élèves, à nos étudiants, etc., comment revaloriser, comment déjà conserver notre patrimoine culturel. Alors là, on se dit, mais à ce niveau-là, il y a des chefs coutumiers qui n'ont pas tellement la connaissance de leur culture, des chefs coutumiers, je dis. Alors, il faudra organiser maintenant des espaces publics où on les inviterait, où ils viendraient aussi apprendre, comme les jeunes gens. Et là, nous avons pensé, et c'est dans un projet financé par l'ARES, avec comme partenaire l'ULB, l'Université Saint-Louis, qui fait partie maintenant de l'UCLouvain. Et chez nous, nous avons l'Université de Lubumbashi, avec comme partenaire le Centre d'art Waza et le Musée national de Lubumbashi. Ici, nous avons comme partenaire le musée de Tervuren et avec d'autres institutions. Donc, nous avons pensé à créer un espace d'échange qu'on appelle Observatoire des pratiques culturelles, OPC en sigle. Alors, le premier point, c'est la construction de la société coloniale congolaise. Donc, quand la colonisation arrive, elle trouve qu'il y a des États précoloniaux, des empires, des royaumes, des chefferies, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait, la colonisation? Elle fusionne tous ces États. On a vu comment les explorateurs, Stanley et consorts, ont signé des pactes avec les chefs coutumiers que nous considérons comme des actes de fraude, parce qu'en fait, qui était interprète là-bas pour dire à tel chef coutumier que vous êtes en train de signer votre soumission? Personne. Donc, on dit, bon, il faut faire ça, ça, et puis il croit que c'est un acte d'amitié, mais alors que c'est un acte de soumission. C'est ainsi que, quand Louis Franck, par exemple, en 1920, quand il se rend dans le Kasaï, et quand il rencontre le chef Kuba, l'autre lui dit, mais ça m'étonne de voir
tous les Blancs, là, se dressaient pour dominer, pour dire, donner un mot, etc. Alors l'autre dit, non, non, je souhaiterais que vous et vos sujets, que vous puissiez vous soumettre. L'autre a dit, non, il n'en est pas question. C'est ainsi que quand vous voyez, par exemple, le chef Lumpungu, et quand il y a une manifestation quelconque, ce n'est pas lui qui vient avant le commissaire de district, mais c'est lui qui vient après le commissaire de district, parce qu'il se considère comme étant chez lui, c'est lui le chef, alors que le commissaire de district croit le contraire. Et c'est ainsi qu'au Katanga, le chef Kasongwa Nyembo a vécu dans l'exil. Et c'est ainsi que Moussiri a refusé qu'on plante le drapeau de l'EIC chez lui, parce qu'il a compris que c'est une soumission, ce n'est pas un acte d'amitié. Et il a été assassiné. Donc, il y a cette déstructuration et restructuration de l'espace, avec évidemment la destruction de la société des États précoloniaux, qui vont être remplacés par un État qui sera l'EIC, le Congo belge et plus tard la République démocratique du Congo. Donc il faut construire une société coloniale. Et pour construire cette société coloniale, il faut détruire la société précoloniale. Et sur ces ruines, construire maintenant la société coloniale. Donc faire table rase de la culture ancestrale congolaise. Alors maintenant, les outils, les principaux outils qui ont été utilisés pour ce faire, c'est d'abord l'évangélisation. Et avec l'évangélisation, il y a l'école coloniale. Ce n'est pas pour rien qu'on a donné le monopole de l'enseignement à l'Église catholique. Évidemment, avec un peu l'Église protestante qui venait, mais le gouvernement considérait plus l'Église catholique que l'Église protestante. Et il faut attendre les années 50 pour voir maintenant un conflit se mettre là entre l'Église catholique et l'administration coloniale. C'est à ce moment-là qu'on va créer des écoles laïques, les Athénées royales. Par exemple, c'est à partir de 1950. Si on a construit l'université catholique à Kinshasa, mais 2 ans plus tard, en 1956, on construit une université officielle, l'université officielle du Congo belge et du Rwanda-Burundi, qui va contrebalancer déjà l'université catholique. Donc c'est déjà là un conflit entre l'administration et l'Église. Mais ici, l'évangélisation. Le premier discours que les prêtres donnent, c'est faire disparaître le paganisme. On sait que le noir, il est superstitieux. Alors, pour faire disparaître cette superstition, il faut écraser sa culture, sa façon de penser, de réfléchir, de concevoir les choses. Et les païens ici sont considérés comme les enfants du diable. Au Kasaï, on dira les Benadiaboulou, les enfants ou ceux qui appartiennent au diable. Et le soutien de la population locale est converti au christianisme. Là, ici, maintenant, c'est là que je dis que tout ça, c'est le fait de faire table rase de la culture africaine, de la culture congolaise, ce n'est pas seulement le colonisateur qui arrive, mais le colonisateur se fait aider par des gens qui étaient dans cette société coloniale, enfin précoloniale, et qui se sentaient marginalisés. C'est le fait, par exemple, qu'il y a des sociétés où il y a des écoles d'initiation à la vie. Et ce n'est pas n'importe qui a accès à cette école. Dans certaines sociétés, il faut être riche pour être admis à cette école d'initiation de la vie. Et chez les Songhe, par exemple, il y a cette différence dans cette société entre les Kapungulu, qui est signification de un ignare, et un Moulangue, c'est-à-dire quelqu'un qui est passé par cette école et qui connaît le savoir-faire, le savoir-vivre ensemble, etc.
Donc il y a cette distinction. Et déjà, cette distinction crée des frustrations. Hein, quand le Kapungulu est là, quand vous ne savez pas, par exemple, vous exprimer, on dit, mais il parle comme un Kapungulu. Hein, c'est comme quelqu'un qui dirait, mais il parle comme un illettré. Il n'a pas été initié à l'école de savoir. Donc, il y a déjà des frustrations. Ensuite, il faut savoir que l'esclavage a existé. Et il y a des sociétés où vous trouvez des esclaves, ou même des esclaves déjà affranchis, mais qui ne sont pas tellement considérés comme des hommes libres. Donc, la société précoloniale, que la colonisation vient maintenant rencontrer, c'est une société divisée, où il y a des gens qui se sentent mal à l'aise, et il y a des gens qui se sentent libres et à l'aise. Alors, quand la colonisation arrive, c'est une opportunité pour les marginalisés de franchir le mur, d'aller vers ces gens, ces nouveaux qui arrivent, pour espérer avoir un autre statut social dans cette société en construction. Et vous comprenez que ce sont ces gens-là qui vont maintenant aider le colonisateur, soit à désigner le féticheur, parce qu'en fait, quand vous êtes dans un village, est-ce que vous connaissez qui est féticheur? Est-ce que vous connaissez qui est fétichiste? Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous le désigne. Donc, ce sont ces gens aussi qui ont facilité qui ont soutenu l'évangélisation. Et donc, avec cet espoir d'être émancipé et de faire partie d'avoir un nouveau statut social. Donc, ces gens qui s'accrochent aux colonisateurs doivent maintenant suivre le chemin tracé ou la ligne de conduite tracée par ces derniers. Ils seront les premiers à se convertir. Et se convertir veut dire se débarrasser des pratiques culturelles. Alors, ensuite, nous aurons, après, ça sera des menaces. Par exemple, si vous voulez envoyer votre enfant à l'école, est-ce que vous êtes vous-même chrétien? Si vous ne l'êtes pas, votre enfant ne sera pas admis. Et donc, par le canal de l'enfant, vous devenez chrétien converti. Mais alors, cette conversion, est-ce qu'elle est vraie ou non? Ou bien elle est là pour la forme, parce qu'il faut satisfaire, n'est-ce pas, le colonisateur. Ça, c'est l'évangélisation. Ensuite, il y a l'école coloniale. C'est le deuxième instrument dont va se servir la colonisation dans sa lutte contre les valeurs et savoirs ancestraux. Donc ici, l'école coloniale va d'abord combattre l'école de vie, l'école d'initiation. Il faut d'abord combattre parce que c'est l'école d'initiation qui est le creuset même de la culture. Et il faut la combattre. Et quand on la combat, alors il faudra maintenant formater les gens. Mais comme c'est difficile de formater une personne adulte, il faut commencer par les jeunes. Et c'est ainsi que les jeunes ont été embrigadés. L'Église catholique s'occupe non seulement de l'évangélisation, mais crée des écoles. Alors il y a cette formation des jeunes gens. Il faut les faire partir, extraire de leur tête le savoir ancestral pour mettre le savoir occidental, qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui est mal assimilé. Et dans cette école-là, vous avez par exemple l'attitude première des chefs coutumiers, c'était ne pas envoyer leurs enfants à cette école parce que leurs enfants vont les remplacer et un chef coutumier, c'est lui le garant de la culture. Et en tant que garant de la culture,
il ne peut pas aller à l'école des Blancs, sinon ça va un peu, il sera formaté et il va oublier la culture. Et c'est ainsi que les enfants des chefs coutumiers n'allaient pas à l'école. Et les chefs coutumiers envoyaient plutôt les enfants des esclaves. C'est avec le temps qu'on constate que non, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas de ce côté-là. D'abord, l'administration coloniale en 1910, fait des chefs coutumiers des agents de la fonction publique. C'est ainsi que les chefs coutumiers étaient soit démis de ces fonctions, soit recevaient une médaille comme sanction positive. Alors à ce moment-là, l'administration coloniale va créer des écoles pour les enfants des chefs coutumiers. Et on en a créé à Lubumbashi. À ce moment-là, par exemple, il y avait 4 provinces, 4 gouvernements provinciaux jusqu'en 1933. C'est en 1933 qu'on va multiplier les provinces. De 4, on passe à 6 provinces. Mais à ce moment-là, à Lubumbashi, il y avait une école pour les enfants des chefs coutumiers. Et donc, ce que les chefs coutumiers refusaient, le formatage de leurs enfants, va commencer maintenant avec cette école à Lubumbashi, où on met les enfants des chefs coutumiers, on les formate, c'est-à-dire que maintenant, on est en train d'enlever la culture qu'ils avaient pour leur implanter la culture occidentale. Donc là, l'attitude de chef va changer. Et avec le temps aussi, on a constaté que les enfants qui allaient là à l'école, quand ils ont terminé, ce sont ces gens-là qui étaient les hauts placés dans l'administration. Alors là, il y a cette affluence-là, donc des gens qui vont aller, parce que nous sommes en train de construire une nouvelle société qui, de plus en plus, écrase la société traditionnelle. Alors, les fruits de cette école, c'est d'abord les évolués. Les évolués, c'est cette masse de gens instruits qui se sentent différents de la masse ordinaire et qui aspirent maintenant à vivre comme les Blancs. Donc, il faut parler en français dans sa maison, il faut avoir un salon, il faut bien gérer le salon, etc., etc. Tout ça, en fait, ils veulent aller atteindre la classe des Blancs qui n'ont jamais atteint. C'est comme un avion qui a décollé, mais qui n'a jamais atterri. Jusqu'à la fin de la colonisation, ils sont restés à ce niveau-là. Alors, il y a aussi le fait d'être évolué, c'est d'abord de se débarrasser de toute cette culture ancestrale. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on va évaluer votre évolution si on vous trouve, par exemple, en train de parler dans votre langue maternelle? C'est ainsi qu'à un moment donné, les intellectuels, j'ai posé la question une fois, combien de professeurs, par exemple, d'université, parlent dans leur langue maternelle chez eux? Très rare. Et les gens se sentent très bien et très contents, très fiers lorsqu'ils s'expriment en français. Ils se sentent un peu dans un autre statut social que de parler leur langue maternelle. Là, c'est un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait le jour qu'on célèbre la journée mondiale des langues maternelles? Est-ce que c'est fêté par ces gens-là ou pas? Il y a déjà là un problème. Si on passe à un autre point, c'est la déconstruction des œuvres d'art. Évidemment, l'œuvre d'art chez nous, ça a une utilité communautaire. Nous avons mené des enquêtes, par exemple avec
les amis du musée Mas à Anvers sur une statue à pouvoir du chef Nkolomoni. Je vais en parler mercredi, qui a été condamné à mort en 1923. Et nous avons donc mené des enquêtes sur cette statue. Et on vous donne même les fonctions qu'elle remplissait au sein de la communauté. Donc ce n'est pas l'art pour l'art. Ce n'est pas l'art pour la beauté. Non, ce qu'on fait là, c'est pour la protection. On raconte même que la mère du chef Lumpungu de Songé était stérile et qu'on a fabriqué un fétiche pour elle, suspendu à une branche, et chaque matin, elle devait venir s'asseoir en dessous de ce fétiche pendant un temps. Et après, elle s'est retrouvée enceinte. Donc voilà. Donc ce n'est pas l'art pour l'art, c'est-à-dire on ne fait pas là pour l'esthétique, etc., etc. Mais voilà qu'avec la colonisation, et surtout au cours des années 40, 50, quand on ouvre des ateliers de sculpture, on voit des maîtres européens, vous les voyez là-bas, en train d'apprendre aux artistes africains à sculpter. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend? C'est-à-dire, non, selon l'anatomie, le cou ne peut pas être trop long, le bras ne peut pas être ceci, le ventre ne peut pas être trop bombé, etc. Mais ils oublient que c'est symbolique. Un cou trop long, qu'est-ce que ça signifie? Des oreilles trop larges, qu'est-ce que ça signifie? Un ventre bombé, qu'est-ce que ça signifie? C'est symbolique, ça a une signification. Alors, on rencontre les femmes chez les Kuba, hein, avec leurs nattes, avec leurs formes géométriques. On dit non, non, il ne faut pas ça, il faut mettre des formes comme des losanges, ou des rectangles, ou des carrés, etc. Mais ça a une autre signification. Vous avez cette forme géométrique, mais elles ont leur forme et leur signification. À ce moment-là, peut-on encore parler de l'art africain ou de l'art hybride? Donc, il y a là un problème. Donc, tout ça, ça entre dans ce contexte-là de déconstruire la société précoloniale et de construire une société coloniale. Et il y a ici un fossé croissant entre le village et la ville. On dit Mukizungu. Mukizungu, c'est-à-dire, c'est ici le bastion de la civilisation, parce que c'est le monde de blanc. Alors Mukisenji, c'est-à-dire au village, où le village continue à être géré par la coutume. Maintenant, ce fossé, il y a une tentative maintenant de faire des villes coloniales des dévoreuses de la culture ancestrale. Parce qu'en fait, c'est là que les écoles sont nombreuses, c'est là que les églises sont nombreuses, c'est là qu'on est en train de déconstruire la culture et on fabrique des évolués, des gens qui vont à l'école et qui nient maintenant qui rejettent leur culture ancestrale. C'est en ville. Et curieusement, dans cette ville-là, coloniale, on trouve maintenant qu'il y a des associations socio-culturelles qui se créent et qui sont tolérées par le colonisateur. Le colonisateur qui veut faire du noir quelqu'un d'anonyme, d'extra-coutumier. On a créé des centres extra-coutumiers. Et donc, une société détribalisée, comme on a dit. Mais voilà que cette société détribalisée n'est pas arrivée à sa fin. Parce que dans l'entretemps, on accepte
qu'il y ait des associations socio-culturelles. Mais les associations socio-culturelles, c'est comme on dirait des centres culturels, comme on en avait, centre culturel belge, centre culturel américain, centre culturel espagnol, etc. Quand vous arrivez là, on vous apprend la culture espagnole, la culture belge, la culture américaine, etc. Et donc ces centres, ces associations socio-culturelles sont des centres culturels des ethnies ou des tribus différentes qui se retrouvent dans la ville de Lubumbashi ou dans les centres urbains en général. Et donc, c'est comme si, d'un côté, vous voulez détruire la culture, et de l'autre côté, vous acceptez la naissance de quelques poches de résistance. Parce qu'en fait, un centre, une association socio-culturelle a comme objectif l'entraide mutuelle, a comme objectif la sauvegarde de la culture. Et quand les gens se réunissent, ils s'expriment dans leur langue. Et quand il y a des différends dans un foyer, par exemple, ou des différends entre les gens d'une même tribu, jamais ils vont aller au tribunal. Ils ont leur tribunal traditionnel parce qu'ils ont leurs aînés de village là, dans le camp où ils habitent. Et c'est auprès de ces grands chefs, de ces aînés, qu'ils vont maintenant soumettre leurs problèmes. Et on va dire, bon, d'après notre culture, vous devez une chèvre à ce monsieur. Et effectivement, on achète une chèvre, on donne, et l'affaire est close. Donc, vous voyez, il y a déjà, donc, au sein des centres urbains, vous avez la naissance des associations socio-culturelles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On veut avoir la même mise sur ces associations socio-culturelles en essayant de mettre les évolués comme responsables. Et les évolués qui sont là se retrouvent être les yeux et les oreilles du colonisateur. Donc c'est pour, en fait, mater de l'intérieur ce qui allait germer à l'intérieur de ces associations socio-culturelles. Et c'est ainsi que vers la fin des années 60, nous trouvons des associations socio-culturelles qui deviennent pratiquement des partis politiques à base tribale ou ethnique ou provinciale. Et à leur tour maintenant, ces associations socio-culturelles, soit elles prennent en otage les politiciens, soit elles sont prises en otage par les politiciens. Et aujourd'hui, ces associations ne jouent plus leur rôle d'avant. Et la langue n'est plus, par exemple, on ne parle plus en langue hein, dans leurs réunions. Ils se réunissent, mais ils s'expriment en français. Alors, donc, l'association n'a plus de raison d'être. Voilà un peu le contexte dans lequel nous nous situons, le problème de départ des objets, quand ces objets-là quittent le pays à destination de l'Europe ou des Amériques, etc. Mais c'est avec aussi la complicité de nous-mêmes les Congolais qui abandonnons de plus en plus notre culture pour maintenant aider le colonisateur à ce pillage-là pour les objets qui ont été pillés. Alors, le deuxième point, ce sont les attitudes des populations congolaises face à la restitution des objets culturels. Et nous voulons dire par là que le problème de restitution ou réclamer son objet, ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé déjà à la fin du 19e siècle, avec ce qui s'est passé dans le Bas-Congo, où le chef Nekuko du Congo a été assassiné parce que Alexandre Delcommune, un commerçant, lui a ravi son fétiche et pour avoir réclamé son fétiche, il a été assassiné. En 1937, on va ériger le premier musée à Léopoldville. Je pense qu'à cette occasion-là, on avait aussi demandé si le musée de Tervuren pouvait amener quelques objets pour
garnir les vitrines de ce musée-là. Bon, là on peut se dire, est-ce que c'était une réclamation pour dire restituer, ou bien il faut échanger, ou bien il faut nous prêter? Mais de toutes les façons, il y a ce regard-là vers Tervuren pour dire, est-ce que vous ne pouvez pas nous ramener une partie? Et en 1950, ce sont les évolués. Même si culturellement, ils n'étaient pas très attachés à leurs coutumes, etc., mais ils ont osé réclamer le retour des objets au Congo en 1950. En 1960, nous allons voir les politiciens à la table ronde économique réclamer à leur tour des objets. Mais là, j'ai lu quelque part où on dit, mais on n'a pas voulu tenir compte de cette réclamation parce qu'on trouvait que les Congolais étaient encore immatures. Bon, immatures pour garder leurs objets, alors que c'est eux qui les ont créés. Mais ils sont immatures pour les conserver. En 1969, il y a un écrivain congolais, Matala, qui, dans son recueil, demande au musée de Tervuren de lui restituer ses biens. Alors ça, c'est l'extrait. Par exemple, le musée de Kinshasa est vide. Un jour, un vieux du Sud me demanda où sont parties les statuettes de Naguère. Je lui répondis à Tervuren, etc., etc. Donc, c'est ça un peu l'extrait de ce jeune homme-là. En 1973, et le président Mobutu va réclamer à Kinshasa le retour, n'est-ce pas, des œuvres d'art. Il y aura un transfert de 114 pièces ethnographiques qui est effectué entre 1976 et 1982. Et à la fin du régime du président Mobutu, on va constater qu'il y a parmi ces pièces, des pièces qu'on a retrouvées déjà retournées ici en Belgique. Et ça va faire un point qui va opposer les différentes personnes. Alors, mais ce n'est pas terminé, parce que si on va plus loin, le président Kabila va attendre la construction du musée construit par les Coréens pour se prononcer sur la restitution. Mais il ne s'est jamais prononcé parce qu'après ça, il était fait mandat, il est parti. Mais il faut attendre Tshisekedi en 1919 qui va aussi émettre le même vœu de voir les objets culturels rentrer à Kinshasa et au Congo. Et puis, nous avons eu l'avènement de Macron avec le retour de ces objets-là au Bénin, etc., qui a été comme un accélérateur, ce qui fait que on a assisté, n'est-ce pas, au gouvernement belge qui a mené beaucoup de démarches ensemble avec le gouvernement congolais pour précipiter un peu cet événement. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu le Premier ministre Sama Lukonde, à qui on a remis la liste de 84 000 à peu près objets, ce qui a semé la confusion au Congo pour dire, tiens, on va avoir tous ces objets. Alors qu'on leur a dit non, mais parmi ces objets, il y a ceux qui ont été pillés. Ce sont ces objets-là qu'on voudrait voir rentrer au Congo. Sinon, les autres objets, il y en a qui ont été achetés, il y en a qui ont servi des dons, etc., etc. Surtout à partir des années 50, avec la création des ateliers de sculpture, il y a eu des commandes. On commande tel objet, etc., etc. Et en 2022, le gouvernement du Congo a créé une commission nationale pour le rapatriement des objets culturels, des documents d'archives et des restes humains. Et
j'ai l'honneur de faire partie de cette commission-là. Et depuis lors, nous sommes en train un peu de travailler, mais lentement, mais sûrement. C'est ainsi que on apprendra qu'il y a une loi qui a été publiée ici en 2022. Et bon, ce qui est un peu surprenant pour nous, c'est que c'est une loi qui ne concerne que les objets culturels et qui ne concerne pas le rapatriement des restes humains et qui ne concerne même pas les documents d'archives. Bon, alors qui est à la commande ici? C'est l'État belge qui est à la commande. Et puis, il y a le fait que cette loi ne concerne que les institutions fédérales. Et par exemple, le musée d'Anvers, MAS, dispose de quelques 4300 et quelques objets qui proviennent du Congo. Mais là, ce musée-là n'est pas concerné par cette loi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, que les deux parlements puissent se mettre ensemble pour dire, bon, oui, quelle est la décision qu'on prend, qui nous arrange tous. Ça, c'est un point de vue personnel. Je ne le dis pas en tant que... Mais c'est des choses aussi qui étonnent, quoi. Hein? Qui étonnent. Bon. Enfin, l'artiste peintre populaire en 2001, Matos, va faire cette peinture-là. Lui se rappelle de la période où c'était les catholiques qui étaient d'abord les premiers à brûler d'abord tout ce qu'ils appelaient fétiches ou bien objets cultuels à partir du Bas-Congo au XVe siècle, et puis après, maintenant, après la première évangélisation qui a échoué, la deuxième évangélisation, ils vont continuer. Donc, vous voyez, ici, le monsieur est là. Et il réclame parce qu'il y a deux prêtres, il y a un à bord de son avion et l'autre ici à bord de son avion, et les deux ont des crochets et ils tirent vers eux les fétiches. Il dit, rends-moi mon aïeux. Rends-moi, c'est-à-dire il réclame. Donc on voit que ici, la restitution, a commencé depuis très longtemps et maintenant elle continue. Et là, il faut aussi faire la part des choses parce que à partir du Katanga ou d'ailleurs, les gens croient que comme par exemple les Tabwa ou par exemple les Yéké, et croient qu'en écrivant directement à la Belgique, ils vont avoir leurs objets. Là, il faut vous dire que l'échange, la restitution, ça se fait d'État à État. Et donc, la Belgique ne peut pas se permettre de donner ces objets-là à une communauté source, même si c'est identifié que l'objet sort de là. Parce que là, c'est nier l'existence de la République démocratique du Congo. Et là, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est pourquoi il y a cette commission mixte il y a une commission qu'on a déjà créée, mais maintenant, il reste à ce que la commission soit mixte, c'est-à-dire entre les Congolais et les Belges. Les deux vont former une commission mixte. C'est cette commission-là qui va se mettre au travail pour maintenant dénicher les objets pillés et les remettre à qui de droit. Alors,
de la restitution physique, je dis qu'il y a eu deux tendances. Il y a ceux qui sont contre et il y a ceux qui sont pour. Pourquoi ils sont contre? J'ai eu à constater ça, même ici. Ça m'a étonné d'abord en 2019, quand j'ai fait une conférence ici. J'étais étonné de voir que la diaspora congolaise, parmi la diaspora, il y a des gens qui étaient contre le retour au Congo. Et puis, il y a même des gens qui m'ont proposé ceci, mais nous pouvons acheter une maison ici, et puis, dès qu'il y a restitution, on met ces objets dans cette maison. C'est pour dire, entre autres, que vous, là, vous êtes incapables de garder ça. C'est ça que ça voulait dire. Donc, parmi les arguments avancés, il y a le rappel de ce qu'on a fait des objets qui ont été envoyés à l'époque de Mobutu. Est-ce que maintenant on a changé de mentalité pour garder les objets qui vont venir? Ensuite, il y a le fait même que on m'a posé cette question. Heureusement que dans la salle, il y avait mon collègue Philippe Debouc. Il m'a dit, est-ce que vous avez des infrastructures pour accueillir? Et avant que je ne réponde, Philippe Debouc dira, mais à Kamba, on est en train de construire un musée de 4 étages. Bon, ça c'est un musée privé de l'église kimbanguiste. Mais cela n'empêche que si on n'a pas de place, on peut dire, écoutez, est-ce que vous pouvez nous mettre ça à côté? Oui, etc. Donc il y a un problème d'infrastructure qui se pose. Parce qu'à l'époque, il n'y a que Lubumbashi et Kinshasa qui ont des musées dignes de nom. Les autres sont des maisons qu'on loue, etc., mais qui n'ont pas cet aspect, etc. Il y a aussi le problème de comment conserver. On a été à Genève pour les 7 squelettes, mais c'est déjà mis dans des paquets bien gardés. Il faut seulement les prendre et les amener au Congo. Mais on ne les a pas encore amenés au Congo. Parce qu'on n'a pas d'infrastructure pour les garder. Et puis ensuite, l'université n'est pas compétente en la matière. L'université pourra seulement dire à la commission que ces objets-là, ces ossements, sont prêts à venir. Et c'est la commission qui va maintenant, parce que c'est un problème d'État à État. Oui. Il en est de même pour l'ULB, avec c'était 14 crânes, maintenant c'est 13, hein, qui sont là, prêts à être rentrés au Congo, mais qui attendent. Ce n'est pas un problème de l'université de Lubumbashi qui va décider de prendre ça aujourd'hui. Non. C'est un problème d'État à État. Donc c'est pour vous dire que cette commission-là a son importance. Donc il y a le problème de formation. Il y a le problème, par exemple, du salaire. Quel est le salaire qu'on paie à ces agents-là qui sont là au musée? Est-ce qu'ils ne peuvent pas être tentés un jour de vendre un objet pour avoir de quoi mettre sous la dent? Donc il y a tout ça, des gens qui se disent non, attendons. Est-ce qu'on ne peut pas laisser ça là-bas? Il y a des gens qui disent non, il faut que ces choses-là nous reviennent. La mentalité n'est pas statique. Ce qui a été à l'époque de Mobutu n'est pas la même chose. Tout est dynamique, tout évolue, etc. Et puis, il y a les communautés sources. Qu'est-ce que vous allez dire aux Tabwa qui attendent le crâne de Lusinga pour mieux enterrer maintenant Lusinga et pour clôturer le deuil qu'ils portent depuis 1884? Ils portent le deuil de leur chef. Que dire maintenant de ces sociétés, de ces communautés sources qui vous disent, par exemple, qu'il faut nous remettre nos statues, nos fétiches? Est-ce que vous savez les réactiver? Oui. Ils savent comment les réactiver. On dit, mais si le féticheur est déjà décédé, qu'est-ce que vous faites?
Non, il dit, mais un féticheur ne meurt pas sans avoir transmis son savoir à un de ses enfants. Ils vont recourir à la famille pour dire, est-ce que parmi vous, il y a personne qui a le secret? Et mais s'il n'y a plus de gens, ils disent qu'ils vont se rendre au cimetière. Ils vont faire des incantations. Et le mort va un jour révéler ça dans un songe à un notable ou à quelqu'un d'autre du village. Donc, on peut réactiver ces fétiches-là. Il faut le remettre. J'ai participé à un débat. Vous savez que la cité urbaine de Cabinda est à peu près 150 km de Mbujimaï, où l'on exploite le diamant, etc. Et que le RCD était venu avec les Rwandais jusqu'au niveau de Cabinda, et il fallait traverser la cité de Cabinda, parcourir les 150 km pour arriver à Mbujimaï. Et si on prenait Mbujimaï, Musée Kabila tombait, parce que c'est Mbujimaï qui était là, qui pouvait encore faire résister le pays, parce que la Gécamine à Lubumbashi était déjà en faillite. Alors, ce débat, c'est quoi? Le RCD n'a pas su traverser et se rendre en Mbujimaï. Maintenant, le débat se passe entre trois personnes, morales, je dirais. Il y a les chefs coutumiers qui ont dit c'est grâce à nous que ces gens n'ont pas pu voir la route, etc. Il y a les chrétiens qui ont dit c'est à cause de nos prières, etc. Et il y a l'armée qui dit c'est grâce à moi, etc. Bon, qui a raison, qui a tort. Alors, dans ce débat-là, ce sont les chefs coutumiers qui vont dire c'est grâce à nous. Mais vous, les chrétiens, vous avez prié, mais là d'où ils sont venus, vous croyez qu'il n'y avait pas de chrétiens qui ont prié, qui ont jeûné, etc. Vous voyez un peu, pour dire que non, ces histoires-là, ces fétiches-là, nous sont encore très chers, il faut nous le remettre. Mais c'est un débat. Ce n'est pas que ils ont eu raison en parlant, en donnant, en avançant cette argumentation. Donc, voilà un peu, pour terminer, le dernier point, c'est la réappropriation et la révalorisation du patrimoine culturel. Le secrétaire perpétuel a parlé de ça en dernier lieu. C'est le sujet de tout un projet de recherche. Et j'ai l'honneur d'avoir les trois doctorants ici. Et Jean, qui travaille avec Laurent. Il y a Patrick, qui travaille avec Madame Nist. Il y a Hervé, qui travaille avec Madame Nathalie Toussignan. Et qui sont là. Donc c'est ce projet-là qui est là. Et nous avons dit que l'aboutissement, c'est la création d'un observatoire des pratiques culturelles. Et donc, cet observatoire, c'est en fait d'abord, avant la restitution, il faut sensibiliser les gens. La restitution n'est pas encore très bien connue au Congo. C'est dans les grandes villes, comme à Kinshasa, comme à Lubumbashi, comme à Goma, etc., dans les grandes villes. Mais ailleurs, dans des petits centres urbains, et là, c'est encore du nouveau. C'est ainsi que les gens vous demandent, mais pourquoi? Quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce que nous sommes une poubelle? Une poubelle, oui. C'est-à-dire que ces objets-là qui ont été désacralisés, et vous nous les retournez pour en faire quoi? Nous ne sommes pas une poubelle. Bon, c'est lui. Mais il y a des gens qui vont lui dire, non, on peut réactiver ça. Donc, nous ne sommes pas une poubelle, etc. Alors, et ici, avant la restitution, c'est en fait sensibiliser ces gens. Leur dire, voilà, il y a ce problème de restitution qui se pose. Et si, par exemple, on prend le cas des Tabwa, qui attendent le crâne de Lusinga, mais si le crâne arrive, qu'est-ce que vous faites?
Alors là, ils vous disent non, il y a tout un rite qu'on va observer, il y a ceci, il y a cela. On n'a pas encore enterré le corps de Lusinga. Et quand on va avoir ça, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où on enterre les chefs. Mais comme lui n'a pas de tête, on ne pouvait pas l'enterrer là-bas. Et alors, dès qu'on aura le crâne, on va alors enterrer la personne. Et on va maintenant mettre un terme au deuil qui les frappe depuis 1884. C'est un deuil communautaire. Il faut mettre fin à ce deuil-là. Et donc la restitution est attendue. Alors, il y a maintenant, après ça, il y a des cérémonies qu'on peut organiser. Et qu'est-ce que, par exemple, lorsqu'un chef meurt, qu'est-ce qui se passe dans un village? Lorsqu'il y a naissance des jumeaux, parce que les jumeaux sont considérés comme des hommes extraordinaires. Lorsque un albinos meurt, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des gens, j'ai vu à Kinshasa, des gens qui n'ont jamais vu le corps d'un albinos. Un albinos mort. Donc c'est une affaire extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors les gens se mettent là à raconter et à raconter. Et on est en train, en fait, de revenir à notre culture, à apprendre à ceux qui ne le savaient pas, à leur apprendre leur culture ancestrale. Voici ce qu'on faisait. Aujourd'hui, par exemple, quand vous demandez à un couple, vous êtes Mwamboui, Chamboui, c'est-à-dire ils ont eu des jumeaux, est-ce que vous pouvez nous entonner quelques cantiques? Parce que ce sont des chansons obscènes. Ils vont vous dire non, nous sommes déjà convertis. Nous sommes des chrétiens. Ça, sont des choses du diable. Donc, alors à ce moment-là, même la recherche est entravée. Puisque vous ne pouvez pas avoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé avant votre conversion. Comment est-ce que vous vous comportiez devant tel ou tel événement? Ils ne veulent pas vous le dire. Et pourtant, ils l'ont, mais ils ne veulent pas parce que vous le dire, c'est comme si il renouait avec Satan. Donc il faut cet espace-là pour échanger, pour leur donner l'importance de la culture, l'importance de la connaissance. Et c'est pourquoi on a dit il faut maintenant faire de ça un cours, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Comme ça, on apprend, etc., etc. Et c'est aussi un moment où les gens échangent leur culture. Et on va voir que nous sommes un grand pays avec beaucoup de tribus, mais nous avons quand même des points communs. Et ça doit s'apprendre là-bas, dans cet observatoire des pratiques culturelles. Alors, en conclusion, je dis que la colonisation a inhibé le patrimoine culturel congolais et déconnecté les communautés, source de leur héritage et partant de leur connaissance avec leurs ancêtres. Elle a contraint les populations colonisées, ainsi démunies culturellement, à chercher à acquérir pour combler le vide ainsi créé des valeurs culturelles occidentales qu'elles ont mal assimilées. Est-ce que moi j'ai déjà assimilé toutes les connaissances culturelles européennes? Non, loin de là. Alors je suis à quel niveau? Hybride. Je ne connais pas mes valeurs culturelles propres à moi. Je ne connais pas tellement les valeurs culturelles européennes. Alors je suis où? Je crée un nouveau monde. Alors privés de leur fondement culturel, les communautés sources ne constituaient plus un espace de sécurité pour leurs membres. Ce n'est plus un espace de sécurité. La restitution à travers la réappropriation des valeurs culturelles permet la reconnexion entre le passé précolonial, consciemment enterré et oublié par la colonisation, et le présent postcolonial amputé entre les générations passées et présentes. Ainsi, par la réhabilitation et la révalorisation des pratiques culturelles ancestrales, la restitution contribue
à la renaissance culturelle, voire la résurgence des héritages précoloniaux violentés et corrige enfin le dysfonctionnement observé entre les communautés sources et leur environnement. Les universités congolaises, les différents musées nationaux et les centres culturels du Congo doivent conjuguer leurs efforts dans le cadre de la conscientisation et de la réappropriation de ces biens culturels. Outre des manifestations culturelles qu'organiseront ces institutions, un cours sur le patrimoine culturel doit être introduit dans le programme scolaire et de l'enseignement supérieur et universitaire de façon à permettre aux élèves et étudiants et étudiantes de s'imprégner de l'importance de la culture et de la gestion de leur patrimoine culturel, un facteur de leur identité. Dans ce sens, l'Observatoire des pratiques culturelles servira d'un espace d'échange entre différents acteurs culturels, les populations sources et les chercheurs. Je vous remercie.